Un regroupement d'associations québécoises représentant des personnes qui vivent avec un handicap porte plainte à l'ONU contre le gouvernement du Québec. Alors, en cause, une lettre que reçoivent des personnes invalides ou souffrant d'invalidité juste avant leur 65e anniversaire et informant ces personnes-là qu'elles encourent une pénalité pour avoir pris leur retraite avant 65 ans, alors même que ces personnes-là n'étaient pas en mesure de travailler. On va en parler avec Dominique Salgado, qui est notre nouveau chroniqueur régulier pour parler des enjeux qui touchent les personnes qui vivent avec un handicap. Monsieur Salgado, vous l'avez peut-être entendu déjà à notre émission, il est directeur général du CAPVI, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Et le CAPVI fait partie de cette espèce de gros regroupement d'associations qui ont déposé plainte à l'ONU. Monsieur Salgado, bonjour. Oui, bonjour, M. Arsenault. Bon, est-ce que j'ai bien expliqué, en gros, la problématique? Comment vous dites? Est-ce que j'ai bien expliqué le motif de cette plainte-là à l'ONU? Tout à fait, tout à fait. Oui, on vous écoute. Le milieu associatif a déposé, en fait, une poursuite au tribunal administratif du Québec, arguant que des clauses de la loi de la rente de retraite du Québec sont discriminatoires à l'égard des personnes en situation de handicap. Là-dessus, le tribunal administratif du Québec a donné raison au milieu associatif. D'une part, c'était une première bonne nouvelle, mais le gouvernement Legault a choisi d'aller en appel pour maintenir cette injustice. Alors, évidemment, ça a été dénoncé par plusieurs regroupements, plusieurs associations. Juste Dominique, peut-être? Dont le CAPVI et la COFAN. Juste pour qu'on comprenne bien, puis je veux m'assurer que moi-même, je comprends bien la situation. C'est qu'une personne qui travaille puis qui n'est pas invalide ni handicapée, si elle décide de prendre sa retraite à 60 ans plutôt qu'à 65, quand elle est rendue à 65 ans, elle écope d'une pénalité qui représente à peu près 38% de sa rente de retraite, c'est ça? Oui, c'est ça. Or, le gouvernement applique la même pénalité à une personne qui est en situation d'invalidité quand elle atteint 65 ans, même si cette personne-là, elle a pas travaillé... elle n'a pas pu travailler entre 60 et 65 ans parce qu'elle était en situation d'invalidité. Tout à fait. En fait, c'est comme de dire à une personne qui était invalide, ben voilà, vous êtes maintenant guéri, vous avez atteint l'âge de 65 ans, vous ne pouvez pas toucher deux rentes, la rente de retraite et la rente d'invalidité. C'est complètement absurde. Alors, c'est des clauses qui sont discriminatoires et quand même très excessifs, qui sont passées quand même de 36 à 24 %. Il y a eu une petite amélioration du côté du gouvernement du Québec, mais c'est toujours non cohérent. Ces clauses discriminatoires-là sont imposées aux personnes qui, comme on le disait, là, décident de décaisser leur rente de retraite à partir de 60 ou 65 ans. Alors, ça concerne quand même plusieurs Québécois. Là. On arrive à tout près de 70 000 Québécois qui seraient touchés par ces demandes complètement ridicules et inacceptables de la part du gouvernement. Du côté du gouvernement, ils disent, bon, on a fait un premier pas, on a diminué la pénalité de 36 à 24 %, mais il faut comprendre, M. Arsenault, qu'il y a quand même des gens là, qui vivent sous le seuil de la pauvreté, des gens qui roulent avec un salaire d'à peu près 17 500 par année, puis qui peuvent perdre jusqu'à, je dirais, entre 300 et 800 $ par mois. Imaginez. Quand on dit qu'il y a des gens qui consacrent 50 % de leur budget pour payer leur logement, ben c'est à peu près des gens comme ça, là. Alors, il n'y a rien pour les aider. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle de rente de retraite ou de rente d'invalidité, c'est pas non plus la poule aux œufs d'or. C'est des montants qui sont quand même très peu pour certains et pour d'autres qui ont cotisé un petit peu plus, oui. Mais la rente d'invalidité aussi, elle s'applique sur du cas par cas. Alors, à partir de ces détails-là, nous, comme d'autres organismes qui sont membres de la COFAN, la Confédération des organismes qui défendent les droits là, des personnes en situation de handicap, ont décidé de déposer une plainte à l'ONU pour, évidemment, expliquer que là, c'est un cas de discrimination majeur. Je vous dirais que ça risque d'avoir un écho à l'international parce que déjà, le Canada anglais a couvert beaucoup cette sortie. Et à partir de là, on espère que, d'une part, le Haut Commissariat de l'ONU va recevoir la plainte, va vouloir enquêter. Et par la suite, il peut y avoir quand même
des conséquences assez graves pour le Canada, que ce soit une pression diplomatique, parce que le dépôt d'une plainte peut exercer des pressions diplomatiques sur le pays qui est membre concerné. Par la suite, il y a des sanctions ou des mesures coercitives en fonction de la gravité de la situation décrite dans la plainte. Évidemment, on parle actuellement du gouvernement du Québec, mais inévitablement, le dossier va devenir juridiction fédérale et l'ONU pourrait décider d'imposer des sanctions économiques, des sanctions politiques et autres mesures coercitives à l'encontre du pays, donc le Canada. Alors, il faut comprendre aussi que si on porte plainte, ça laisse place à une médiation aussi. On veut que le gouvernement du Québec revienne en arrière. On veut que le gouvernement puisse amener des résolutions. Sinon, c'est l'ONU qui pourrait le faire pour intervenir en tant que médiateur, pour aider à résoudre le différend entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, et par le fait même, le plaignant, le pays qui est accusé, si évidemment l'ONU décide de continuer à porter plainte envers le pays. Alors, je vous dirais aussi tout le contexte d'une réputation internationale. Hein. Le dépôt d'une plainte à l'ONU, ça peut également avoir un impact au niveau de la réputation du pays qui serait accusé d'avoir brimé des droits des personnes en situation de handicap. C'est souvent cette menace. Ça va à l'encontre de la Convention des droits de l'ONU. C'est souvent cette menace-là qui va forcer un État à agir, c'est-à-dire la peur de voir sa réputation entachée sur la scène internationale. Tout à fait. Effectivement, puis évidemment, on ne souhaitait pas en arriver là, mais nous, le CAPVI, qui est membre de la COFAN, comme 50 autres organismes aux environs, on a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Si le gouvernement ne veut pas revenir en arrière, il faut faire pression. Je vous dirais aussi que les partis d'opposition à l'Assemblée nationale suivent le dossier de très près. D'ailleurs, on doit avoir un point de presse à cet effet dans 2 semaines. Québec solidaire va déposer un projet de loi pour tenter de faire reculer le gouvernement. Mais vous le savez, souvent les partis d'opposition nous disent « Vous avez une bien bonne idée, sauf qu'évidemment, on a affaire à un gouvernement quasi totalitaire. Hein? C'est difficile de faire passer un projet de loi avec un gouvernement aussi imposant. Alors, on verra ce que ça va pouvoir donner. Mais pourquoi vous êtes rabattu sur l'ONU? Est-ce que c'est parce que il y a des recours au Québec aussi qui ont été intentés devant le tribunal administratif? Il y a un appel aussi, je pense, qui a été fait. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de la façon dont le dossier avance dans le système judiciaire québécois? Oui, c'est ça, exactement. Comment un gouvernement peut-il revenir en arrière et aller en appel d'un tribunal administratif qui avait déjà tranché, qui avait déjà mentionné que les clauses discriminatoires étaient vraiment excessives et incohérentes? De ce côté-là, évidemment, tout le monde est d'avis que c'est inacceptable, c'est honteux. Parce que vous avez gagné en première instance, c'est ça? Le tribunal administratif vous a donné raison, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et puis, le gouvernement Legault a décidé d'aller en appel. En fait, la crainte du gouvernement, c'est que ça coûte trop cher à l'État. Évidemment. Si, évidemment, on y va de façon de retour en arrière là, pour les personnes qui ont été biaisées par la loi. Il faut comprendre que ça remonte quand même à très, très longtemps. Oui, on pointe du doigt le gouvernement actuel, mais quand même, dans les années 60, le Québec avait décidé de se doter de son propre régime, alors que toutes les autres provinces canadiennes ont le régime de pension du Canada. Et en 97, si je ne m'abuse, c'est Louise Arel, alors ministre de la Sécurité et du Revenu, qui avait décidé, à la demande de son Conseil des ministres, d'y aller de l'avant avec cette pénalité-là qui était déjà imposée aux travailleurs, mais on a dit, tiens, pour garnir les coffres de l'État, on va l'imposer aussi aux personnes invalides. Alors, ça date d'aussi longtemps que ça, et la situation n'a jamais été corrigée, et on voit l'aberration aujourd'hui, là. Bon, on en est où à l'ONU? Vous êtes en attente la plainte a été formulée, envoyée. Vous êtes en attente d'une réponse? Bon, actuellement, il y a eu évidemment une accusé de réception, puis on est en attente des développements. On connaît le contexte international. L'ONU, c'est une organisation qui est loin de chômer avec tous les contextes de guerre et dans le monde. Je vous dirais qu'actuellement,
Bon, écoutez, ça peut-être que ce n'est pas une priorité pour l'instant pour eux. On est quand même patient, on va voir ce qu'il y en est. Il n'y a pas vraiment d'échéancier ou de délai qui sont définis lorsqu'on dépose une plainte à l'ONU. Mais évidemment, on a bon espoir que ça poursuive, là. Et qu'en est-il au Québec? Est-ce que là aussi, vous êtes en attente de la décision en appel au tribunal administratif? Bon, ben écoutez, c'est que là, évidemment, il y a la Commission des droits de la personne au Québec qui a été pris en charge par le dossier. Et par la suite, ben, ce qu'on souhaite, c'est maintenant que la Commission canadienne des droits puisse aussi prendre connaissance du dossier. Et là, ben, on changerait de juridiction. Il y a le premier ministre aussi, Trudeau, qui a été informé de la sorte, tout comme un autre ministre du Conseil des ministres de Trudeau. Là. Et à partir de là, ben, on espère qu'évidemment, ça pourra faire avancer les choses, là. Très bien. Dominique Salgado, on va vous recevoir régulièrement, à tous les 2 semaines. Vous êtes un nouvel ajout, donc une nouvelle recrue à notre escouade de chroniqueurs, et vous allez nous expliquer comme ça chaque semaine des problématiques qui touchent aux gens qui vivent avec un handicap, des choses auxquelles souvent on ne pense pas nous-mêmes. Par exemple, cette actualité-là, vous avez raison, elle avait été assez peu médiatisée dans les médias francophones. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui.